Chapitre 7. Une journée avec les castors. Tandis que les deux garçons chuchotaient à l'arrière, les filles poussèrent soudain un grand cri et s'arrêtèrent. « Le rouge-gorge » s'exclama Lucy. « Le rouge-gorge, il s'est envolé !» Eh oui, envolé et disparu. « Et maintenant, qu'allons-nous faire » dit Edmund, en lançant à Peter un regard qui signifiait clairement « Qu'est-ce que j'avais dit ?» « Chut, regardez » dit Susan. « Quoi » demanda Peter. « Il y a quelque chose qui bouge entre les arbres, là-bas sur la gauche. » Ils regardèrent tous dans cette direction, aussi attentivement que possible. Aucun d'eux ne se sentait très à son aise. « Voilà que cela revient !» annonça bientôt Susan. « Je l'ai vu aussi cette fois, » dit Peter. « Il est encore là. Il est simplement parti derrière ce gros arbre. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Lucy, en s'efforçant de ne pas paraître nerveuse. « Quel qu'il soit, cet être veut nous éviter, » constata Peter. « Désire pas être vu. »« Rentrons à la maison, » décida Susan. Mais, comme Edmund l'avait fait remarquer à Peter à la fin du chapitre précédent, chacun se rendit compte alors, sans toutefois l'exprimer à haute voix, qu'ils étaient perdus. « Cela ressemble à quoi ?» reprit Lucy. « C'est une espèce d'animal, » dit Susan, qui ajouta « Regarde, fille, le voilà !» Ils le virent tous, cette fois, avec sa tête moustachue et bien fourrée, qui les observait cachés derrière un arbre. L'animal ne se retira pas sur le champ, au contraire, il mit sa patte devant sa bouche, de la même façon que les humains posent leurs doigts contre leurs lèvres, pour vous indiquer d'être silencieux. Puis, il disparut de nouveau. Les enfants retenaient tous leur respiration. Un instant plus tard, l'étrange animal sortit de derrière un arbre. Jeta un regard autour de lui, comme s'il craignait que quelqu'un ne l'observe, dit « Chut !» et leur fit signe de le rejoindre dans la partie plus touffue du bois, où lui-même se trouvait. Puis, une fois encore, il disparut. « Je sais ce que c'est, » dit Peter. « C'est un castor! J'ai vu sa queue! »« Il veut que nous allions avec lui, » commenta Susan. « Il nous recommande de ne pas faire de bruit. »« Je sais, » dit Peter. « La question est de savoir si nous allons le rejoindre ou non. Qu'en penses-tu, Lucy? »« Je pense que c'est un gentil castor, » répondit-elle. « Oui, mais qu'est-ce qui nous le prouve ?» objecta Edmund. « Nous devrions quand même risquer l'aventure, » conseilla Susan. « Je trouve que cela ne serait à rien de rester planté là, et j'ai très envie de déjeuner. » À cet instant, le castor sortit de nouveau sa tête de derrière l'arbre et leur fit instamment signe de venir. « Allons, » dit Peter, « tentons l'expérience, restons ensemble. Nous devrions être de force à lutter contre un castor, s'il s'avère que c'est un ennemi. » Les enfants serrèrent donc les rangs et se dirigèrent vers l'arbre. Puis, ils passèrent derrière, et là, bien entendu, ils trouvèrent le castor. Mais ce dernier recula encore en leur disant, dans un chuchotement rauque et guttural, « Allez, enfonçons-nous dans le bois. Nous ne sommes pas en sécurité à découvert. » Il les conduisit dans un endroit sombre, où 4 arbres poussaient si près les uns des autres que leurs branches s'étaient emmêlées et que l'on ne pouvait voir, à leurs pieds, de la terre brune et des aiguilles de pin, parce que la neige n'avait pas pu pénétrer à l'intérieur. Ce n'est que dans cet abri qu'il osa leur parler. « Êtes-vous les fils d'Adam et les filles d'Ève » demanda-t-il. « Nous sommes quelques-uns d'entre eux, » répondit Peter. « Chut !» dit le castor. « Pas si fort, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas en sûreté, même ici. » « Mais de qui avez-vous peur ?» s'étonna Peter. « Il n'y a personne ici en dehors de nous. »« Il y a les arbres, » dit le castor. « Ils sont toujours en train d'écouter. La plupart sont dans notre camp, mais il existe des arbres qui pourraient nous dénoncer à elle. Vous savez qui je veux dire. » Et il hocha la tête à plusieurs reprises. « Si nous parlons de camp, » remarqua Edmund, « qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes un ami ?»« Nous ne voulons pas être grossiers, monsieur Castor, » expliqua Peter. « Mais vous voyez, nous sommes des étrangers. »« Je comprends parfaitement, dit le castor. « Voici un gage. » À ces mots, il leur tendit un petit objet blanc. Ils le regardèrent tous avec étonnement, jusqu'à ce que Lucy, soudain, s'écrie « Ah, bien sûr, c'est mon mouchoir! Celui que j'avais donné au pauvre monsieur Tomnos. »« C'est cela, » confirma le castor. « Le malheureux,
Il a eu vent de son arrestation avant qu'elle ne se produise réellement, et il m'a remis ce mouchoir. Il m'a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais vous rencontrer ici et vous conduire auprès de... À cet instant, il se tut et inclina 2 ou 3 fois la tête, avec un air tout à fait mystérieux. Et, faisant signe aux enfants de s'approcher de lui le plus possible, si près que ses moustaches leur chatouillaient le visage, il ajoutait en chuchotant: « On dit qu'Aslan est en route, qu'il est peut-être déjà arrivé. » Un phénomène très curieux se produisit alors. Pas plus que vous, les enfants ne savaient qui était Aslan, mais dès que le castor eut prononcé son nom, chacun se sentit complètement différent. Peut-être vous est-il parfois arrivé, dans un rêve, que quelqu'un vous dise une parole incompréhensible, mais qui, dans le rêve, paraît avoir une signification considérable, soit terrifiante, ce qui change tout le rêve en cauchemar, soit charmante, si charmante qu'on ne peut l'exprimer avec des mots, mais qui rend le rêve tellement merveilleux qu'on s'en souvient toute sa vie et qu'on désire sans cesse le recommencer. C'est ce qui arriva alors. Au nom d'Aslan, chaque enfant sentit quelque chose bondir dans son cœur. Edmund fut étreint d'une sensation d'horreur mystérieuse. Peter se reconnut soudain courageux et plein d'audace. Susan eut l'impression qu'il flottait près d'elle un parfum délicieux ou de ravissantes notes de musique. Quant à elle aussi, elle éprouva ce joyeux sentiment qu'on a en s'éveillant le matin, lorsqu'on se rappelle soudain que c'est le premier jour des vacances, ou le premier jour de l'été. « Et que savez-vous de M. Tomnas » demanda Lucy. « Où est-il ?»« Chut !» dit le castor. « Je dois vous conduire là où nous pourrons vraiment parler, et aussi déjeuner. » Personne, à l'exception d'Edmund, n'avait plus maintenant la moindre hésitation à faire confiance au castor. Et tout le monde, y compris Edmund, fut enchanté d'entendre le mot « déjeuner ». C'est pourquoi ils se hâtèrent tous derrière leur nouvel ami, qui, pendant plus d'1 heure, les guida, à une allure étonnamment rapide, à travers les parties les plus touffues de la forêt. Chacun se sentait très fatigué et très affamé, lorsque soudain les arbres s'éclaircirent devant eux, et le terrain se mit à descendre à pic. Un instant plus tard, ils sortirent à ciel ouvert, le soleil brillait encore. Ils découvrirent à leurs pieds un magnifique spectacle. Ils se trouvaient sur le versant d'une vallée étroite et encaissée, au fond de laquelle coulait, ou plutôt aurait coulé si elle n'avait pas été gelée, une rivière assez large. Juste au-dessous d'eux, un barrage avait été construit en travers de la rivière. Quand ils l'aperçurent, les enfants se rappelèrent tout à coup que, bien entendu, les castors sont toujours occupés à bâtir des barrages. Ils furent certains que M. Castor avait édifié celui-là. Ils remarquèrent aussi qu'il avait maintenant, sur son visage, un petit air modeste. Vous savez, l'air qu'ont certaines personnes quand on visite le jardin qu'elles ont créé, ou quand on lit une histoire qu'elles ont écrite. Il aussi fit simplement preuve de la politesse la plus élémentaire lorsqu'elle s'écria « Quel magnifique barrage !» Cette fois, M. Castor ne dit pas « chut », mais « Oh, une bagatelle, juste une bagatelle, il n'est pas complètement terminé. » En amont du barrage, l'on voyait ce qui devait être un profond bassin, mais qui n'était à présent qu'une plaque unie de glace vert foncé. En aval, et tout à fait en contrebas, il y avait davantage de glace, mais au lieu d'être lisse, elle avait gelé dans toutes les formes écumeuses et ondoyantes avec lesquelles l'eau bondissait au moment même où le gel était survenu. Là où l'eau s'était infiltrée, goutte à goutte, dans le barrage, pour rejaillir avec fougue de l'autre côté, il y avait maintenant un mur de glaçons étincelants, comme si la paroi du barrage avait été recouverte de fleurs, de guirlandes et de festons, filés dans le sucre le plus pur. Et au milieu, en haut du barrage, se trouvait une curieuse petite maison qui ressemblait plutôt à une gigantesque ruche, et, d'un trou percé dans le toit, s'échappaient des volutes de fumée qui montaient vers le ciel, si bien qu'en la voyant, et surtout si on avait faim, on songeait aussitôt à de la cuisine, et on avait encore plus faim. Voilà ce que les autres remarquèrent en premier. Mais Edmund, lui, nota quelque chose de différent. Un peu plus bas, sur le parcours de la rivière,
il y avait une autre petite rivière qui descendait d'une autre petite vallée pour rejoindre la première. En suivant du regard le tracé de cette vallée, Edmund aperçut deux petites collines. Il fut pratiquement certain qu'il s'agissait de celle que lui avait indiquée la sorcière blanche, au moment où il avait quitté près du réverbère l'autre jour. Alors, se dit-il, son palais doit se trouver entre ces deux collines, à 1 kilomètre ou 2 d'ici seulement, peut-être même moins. Il pensa au Loukoum, et il rêva d'être roi. Oh, je me demande quelle tête fera Peter, pensa-t-il. Et des idées horribles lui traversèrent l'esprit. Nous voici arrivés, dit M. Castor. Et j'ai l'impression que Mme Castor nous attend. Je vais lui montrer le chemin. Je vais vous montrer le chemin, mais faites attention de ne pas glisser. Le sommet du barrage était suffisamment large pour que l'on puisse y marcher. Mais pour des êtres humains, c'était pas très facile ni très aisé d'y circuler, parce qu'il était recouvert de glace, et aussi parce que si d'un côté le bassin gelé était au même niveau, de l'autre côté, il y avait un dangereux précipice vers le cours inférieur de la rivière. M. Castor les conduisit en file indienne le long de ce chemin périlleux, jusqu'au beau milieu du barrage, d'où ils purent contempler la rivière très loin en amont et très loin en aval. Quand ils eurent atteint ce point, ils se trouvèrent devant la porte de la maison. « Voici, Madame Castor, » annonça M. Castor. « Je les ai découverts. Voici les fils d'Adam et les filles d'Ève. » Et ils entrèrent tous. La première chose que Lucie remarqua en pénétrant dans la maison fut une sorte de vrombissement sourd. La première chose qu'elle vit fut une vieille dame Castor, d'apparence très aimable, assise dans un coin, avec un fil dans la bouche, et qui travaillait activement à sa machine à coudre. Et c'est précisément de cette machine que provenait le bruit. Madame Castor cessa de travailler, et se leva dès que les enfants entrèrent. « Ah, si vous êtes venus !» dit-elle en leur tendant ses deux vieilles pattes ridées. « Enfin, je pensais que j'ai pu vivre assez vieille pour voir ce jour. Les pommes de terre cuisent dans la baignoire et la... Les pommes de terre cuisent et la bouilloire chante, et je crois bien, Monsieur Castor, que tu vas nous attraper un peu de poisson. »« Certainement, dit-il. » Et il sortit de la maison. Peter l'accompagna. Il s'avança sur la glace du profond bassin et se dirigea vers l'endroit où il avait ménagé un petit trou qu'il gardait ouvert chaque jour avec sa hachette. Ils prirent un seau avec eux. M. Castor s'assit sans bruit au bord du trou. Le froid ne semblait pas le déranger. Regarda fixement à l'intérieur, plongea soudain la patte et, avant que vous ne puissiez dire « Ouf !», il avait, d'un geste preste, attrapé une magnifique truite. Puis il recommença jusqu'à ce qu'ils aient une belle pêche. Pendant ce temps, les petites filles aidèrent Mme Castor à remplir la bouilloire, mettre le couvert, couper le pain, faire chauffer les assiettes dans le four, tirer une énorme chope de bière pour M. Castor au tonneau qui était debout dans un coin de la maison, poser la poêle à frire sur le feu et faire chauffer la graisse. Là aussi trouvait que le Castor avait une petite maison très douillette, quoique très différente de la caverne de M. Tomnos. Il n'y avait ni livre ni tableau, et en guise de lit, il y avait des couchettes encastrées dans le mur, comme à bord d'un navire. Et il y avait des jambons et des chapelets d'oignons qui pendaient du plafond, et contre les murs s'alignaient des bottes en caoutchouc, des cirés, des haches, des cisailles, des bêches, des truelles, des récipients pour transporter le mortier, des cannes à pêche, des filets et des sacs. Et la nappe sur la table, bien que très propre, était faite d'une étoffe grossière. Juste au moment où la poêle commençait à chuinter agréablement, Peter et M. Castor entrèrent avec les poissons, que celui-ci avait déjà ouverts et nettoyés en plein air. Vous imaginez facilement l'odeur délicieuse que dégagèrent ces poissons fraîchement pêchés, une fois plongés dans la friture. Vous imaginez avec quelle impatience les enfants affamés guettèrent la fin de leur cuisson. Et vous imaginez combien leur appétit s'était encore aiguisé en attendant que Mme Castor dise « Maintenant, nous sommes presque prêts. » Susan égoutta les pommes de terre, puis les remit toutes dans la marmite sur le bord du fourneau.
Pendant ce temps, Lucy aida Madame Castor à servir les truites, si bien qu'au bout de quelques minutes à peine, chacun approcha son tabouret de la table. Il n'y avait que des tabourets à 3 pieds dans la maison des Castors, à l'exception de la chaise à bascule de Madame Castor, installée près du feu. Et chacun se prépara à savourer le déjeuner. Il y avait une cruche de lait crémeux pour les enfants. M. Castor, lui, restait fidèle à sa bière, et une grosse motte de beurre d'un beau jaune foncé au milieu de la table. Et chacun en prenait autant qu'il en voulait pour accommoder ses pommes de terre. Et tous les enfants trouvèrent, je suis bien de leur avis, qu'il n'y a rien de meilleur qu'un bon poisson d'eau douce, quand on le mange une demi-heure après l'avoir pêché, juste au moment où il sort de la poêle à frire. Lorsqu'ils eurent terminé leur poisson, Madame Castor, oh surprise, sortit du four un grand et magnifique gâteau roulé, tout chaud, fourré et nappé d'une épaisse confiture d'orange, et en même temps, elle mit la bouilloire sur le feu, de façon que le thé soit prêt à être servi dès qu'ils auraient fini le gâteau à la confiture. Quand ils eurent chacun reçu leur tasse de thé, les convives reculèrent leur tabouret afin de pouvoir s'adosser au mur. Ils poussèrent tous un long soupir de contentement. « Et maintenant, dit M. Castor, repoussant sa chope de bière vide et approchant de lui sa tasse de thé, « si vous voulez bien attendre que j'ai allumé ma pipe et tiré une première bouffée... » Voilà, c'est fait. Eh bien, nous pouvons nous occuper de nos affaires, désormais. Tiens, il neige à nouveau, observa-t-il en jetant un coup d'œil par la fenêtre. Tant mieux, ainsi nous n'aurons pas de visiteurs. Et si quelqu'un essayait de vous suivre, eh bien, il ne trouvera plus aucune trace.